dit beaucoup à la bonne franquette. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on dit en France. Donc, ça va être vraiment super informel, tout doux. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous offrir, de nous offrir cet atelier pour protéger notre équilibre hormonal, pour supporter nos hormones, supporter notre nature cyclique. Même dans l'incertitude. Et peut-être pour se mettre en contexte, quand le tout début, au tout début de la pandémie, je ressentais moi-même beaucoup d'incertitudes, comme plusieurs d'entre vous, et je recevais énormément de messages aussi de belles humaines de ma communauté qui ressentaient de l'incertitude. Et par la suite, on a vu que cette incertitude, même si ça a pris quelque temps avant que ça commence à être documenté dans la littérature scientifique, et ça ne l'est pas encore beaucoup, mais on a vu que ça avait eu un impact assez considérable sur les cycles menstruels, mais sur nos états généraux. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, à méditer sur tout ça, à essayer de revenir à l'intérieur de moi et de voir comment je pouvais mieux supporter ma communauté, j'ai réalisé que l'incertitude, finalement, oui, elle était et elle est probablement exacerbée parce qu'il y a des nouveaux facteurs qui sont en jeu depuis les dernières années, mais de l'incertitude, on en vit tout le temps. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est important de vous mentionner que ça peut s'appliquer dans tous les types d'incertitudes que l'on peut vivre. Encore là, on peut avoir tendance à catégoriser, hein, puis même peut-être à se juger, puis à se dire que finalement, ça devrait pas être si pire que ça, puis qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires que soi, puis ici, je vais nous inviter toutes et chacune à la bienveillance et à l'accueil parce que quand on vit quelque chose, on le vit et c'est là pour vrai. Et d'accueillir ce que l'on vit sans jugement, c'est souvent une des premières belles étapes pour être souveraine et pour se mettre en action aussi. Et encore ici, on va parler vraiment d'action bienveillante, donc d'action peut-être plus sacré que toxique, parce qu'on a tendance aussi souvent à verser dans le côté plus toxique des choses, puis on parle souvent de masculin toxique, pas en termes nécessairement de genre, mais d'énergie. Donc, on parle d'énergie féminine qui va être associée plus à la douceur, à la lenteur, à la créativité, et d'énergie masculine qu'on va associer souvent à la performance, à la productivité, mais je vais nous inviter aussi à revenir à cette énergie masculine qui peut être plus sacrée, qui peut en fait nous permettre d'être dans l'action, de faire les choses, mais de les faire avec plus de présence, plus de conscience, moins sur le pilote automatique en fait. Donc c'était ce que j'avais envie de déposer ici pour commencer. J'ai fermé vos micros juste pour éviter les interférences, mais si vous avez des questions, je vais vous inviter à les poser dans le chat au fur et à mesure. Je vais vraiment essayer de gérer le temps au mieux. Je suis bonne pour beaucoup trop parler, mais je vais essayer d'honorer votre temps. Donc, d'essayer de faire l'atelier à l'intérieur d'une heure, 1 heure et quart, au plus 1 heure et demie. Et voilà, donc on va commencer maintenant. Ça va être vraiment un mix, quand même plusieurs enseignements que je vais vous partager qui ne seront peut-être pas des surprises parce que l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment une adaptation du guide. Donc, j'avais commencé avec ça, mais je m'étais éparpillée en bonne vata que je suis. Donc, du guide que j'avais rédigé en début de pandémie. Donc, pour celles qui ont le guide, qui s'étaient procuré ce guide qui était aussi gratuit, il n'y aura pas de grande surprise, mais le bonheur, c'est de connecter, d'en jaser ensemble, d'avoir l'opportunité de se déposer ensemble aussi dans ces enseignements-là,
de peut-être pouvoir poser des questions et de connecter. Et vous allez voir d'ailleurs, pour celles qui n'ont pas vu le guide, qui n'ont pas lu le guide, que de rester connecté, c'est un des piliers qu'on va discuter aujourd'hui. Puis ça, je le vis tous les jours là, avec mes communautés, particulièrement les humaines que j'accompagne en santé hormonale, que ce soit en privé ou en groupe, via le membership, via le studio virtuel de yoga thérapie. Donc, on connecte constamment même virtuellement. Et souvent, l'énergie qu'on partage est vraiment super riche. Donc de rester ouverte aussi à cette connexion qu'on va vivre ensemble. Donc, peut-être juste avant que je partage mon écran, parce que je vous ai créé une petite présentation pour celles qui sont comme moi, plus visuelles, et ça va servir de support. Mais j'aimerais peut-être qu'on prenne le temps d'arriver ici maintenant. Hein. On est dans un atelier où on va valser avec l'incertitude pour supporter nos hormones. Donc, je pense que la première chose à faire et que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est peut-être juste de se centrer, de peut-être prendre le temps d'arriver dans l'espace où on est parce qu'il est quand même 11 heures au Québec, il est 17 heures en France. Donc, on a quand même pour la plupart déjà commencé notre journée, même si on l'a commencé depuis peu. Donc, juste peut-être prendre le temps de t'installer confortablement, que ce soit sur ta chaise ou sur ton tapis, sur ton sofa, de fermer les yeux si c'est disponible pour toi et de juste te connecter à ton souffle naturel pour prendre le temps de te déposer dans ton corps, te déposer dans la pièce dans laquelle tu te trouves, de laisser retomber le stress que tu as peut-être déjà vécu depuis ton réveil ce matin. Peut-être accueillir l'incertitude qui t'habite en ce moment pour différentes raisons. De respirer dans ton cœur, dans cette incertitude. Et si ce n'est pas dans ton cœur que tu la ressens, parce qu'on peut ressentir les émotions, on peut ressentir l'incertitude, le stress à différents endroits dans son corps, je t'invite peut-être avec calme, avec douceur, avec ouverture, à peut-être identifier où dans ton corps, toi, tu ressens le stress, l'incertitude en ce moment. Puis, à venir frotter les mains ensemble, qui est une méthode ancestrale tibétaine pour générer de la chaleur, générer de l'énergie. Peut-être même en profiter pour déposer une intention. Je t'invite à placer sur ton corps, à l'endroit où tu ressens le stress, l'incertitude. Et si tu ne ressens pas ces émotions, ces sensations aujourd'hui, tu peux simplement placer les mains sur ton cœur et à accueillir ce qui est là, tout en l'enveloppant avec l'énergie, l'intention, la chaleur et la douceur que tu viens de déposer dans tes mains. En expirant peut-être une petite parcelle de cette incertitude, de ces défis que tu vis présentement, pour créer de l'espace et laisser entrer avec la prochaine inspiration quelque chose de beau, de nourrissant, qui peut être cette intention que tu as placée dans tes mains il y a quelques instants.
Et à ton propre rythme, je vais t'inviter à revenir dans ton espace, à peut-être ouvrir les yeux, à te reconnecter avec ce qui est là tout autour de toi. Et tranquillement, je vais partager mon écran. Donc, je dois retrouver. Voilà. Donc, je m'en viens et pendant que je m'installe, si jamais tu as envie d'attraper un bout de papier, ton journal, ton peu importe, dans le fond, ce dont tu as besoin pour prendre des notes, si c'est quelque chose que tu souhaites. OK, donc je l'ai. Je ne voyais pas. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Peut-être juste encore une fois me faire un petit thumbs up. OK, super. Donc, et si jamais vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite vraiment soit à les garder, à les noter sur papier, sur votre journal, ou à les noter dans le chat parce que si vous levez la main, là, je vois vraiment, vraiment pas beaucoup d'humaines en ce moment. Donc vraiment, peut-être vous assurer là, de les noter pour que je puisse y revenir un petit peu plus tard. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce dont on jase, ce sont de mes meilleures stratégies et j'insiste sur meilleures dans le sens où ce ne sont pas toutes les stratégies, évidemment. Puis, j'ai écrit mes meilleures, mais en même temps, mes meilleures, ce sont vraiment celles dont j'ai besoin ici maintenant. Donc, elles varient énormément. Mais ce sont des belles stratégies que je t'invite encore une fois à accueillir avec ouverture et à adapter surtout à ta réalité à toi. Parce que ce qui fonctionne pour une humaine ne fonctionne pas nécessairement pour une autre humaine. Et l'idée aussi, ce que je vous présente ici, ce n'est pas de tout mettre en place, hein, parce que on le sait, puis ça, c'est quelque chose que je répète souvent, on est bonne pour se mettre du stress, se mettre de la pression, même dans nos auto-soins, même quand on prend soin de soi, on veut être bonne. Donc là, ici, on essaie de rester bienveillante et de regarder, d'observer ce qui pourrait résonner avec soi. Et on aura des petits exercices de toute façon tout au long de la présentation pour que tu puisses faire ce chemin-là à l'intérieur de toi et identifier ce qui peut te faire du bien à toi. Donc, évidemment, je le mets souvent dans mes présentations, que ce soit des webinaires ou des ateliers plus informels comme aujourd'hui. C'est un atelier qui ne peut pas remplacer une consultation avec un professionnel. Si tu te sens pas bien, si tu sens que tu as des défis qui nuisent à ton fonctionnement social, émotionnel, professionnel, personnel, familial, peu importe, je t'invite vraiment à consulter un professionnel de la santé qui est tout près de chez toi, en qui tu as confiance et qui pourra te donner le meilleur accompagnement. Donc, rapidement, qui je suis moi? Il y en a plusieurs parmi vous qui me connaissez déjà parce que vous êtes soit inscrite à mon infolettre, vous êtes déjà dans mes programmes ou vous me suivez sur les médias sociaux. Donc, je suis Mélanie, évidemment. Je suis d'abord formée en sexologie. Donc, j'ai travaillé comme sexologue pendant 21 ans. Avant en fait, j'ai fait ce que je fais là, donc la naturothérapie et la yoga-thérapie hormonale, le travail en santé hormonale en chevauchement avec mon emploi de sexologue pendant plusieurs années. Mais j'ai fait vraiment la reconversion complète il y a quelques années. Et j'ai travaillé pendant 21 ans en sexologie, particulièrement en délinquance sexuelle. Donc, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait là. Et je dis que ça n'avait pas grand-chose à voir et ce n'est pas l'objectif, puis je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est quand même important de mentionner que mon chemin dans ce travail-là et les expériences que j'ai vécues aussi m'ont amené à découvrir et à me connecter davantage à toutes ces approches naturelles. Et j'en parle davantage quand je présente mon webinaire sur
en fait, les stratégies plus globales pour supporter nos hormones, mais ça m'a vraiment amené à me connecter à l'intérieur de moi, à trouver ces ressources à l'intérieur de moi, parce que c'est un milieu extrêmement hostile, et, euh, et à développer, en fait, cette puissance que j'avais à l'intérieur de moi pour rester souveraine dans un monde euh, où il n'y avait pas beaucoup de positifs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'avec toutes ces années, je me suis formée comme enseignante de yoga, puis après ça, je me suis spécialisée en yoga-thérapie hormonale, mais aussi en yoga-thérapie pelvienne et en Ayurveda, plus spécifiquement en gynécologie ayurvédique. L'Ayurveda qui est une médecine indienne, millénaire, qui est comme ça avec le yoga. Donc, c'est un peu la sœur siamoise du yoga. Et avant tout, hein, parce qu'on a souvent tendance à se présenter comme ça dans nos rôles professionnels, mais avant tout, je suis une femme. Je me considère comme une femme. Je suis une amoureuse. J'ai une grande fille. J'ai des amis. Je suis la fille de ma maman. Donc, je suis tout court, comme vous. Et aujourd'hui, je suis vraiment là comme humaine pour vous partager, bien évidemment, ça va être teinté de mon expérience, de mes formations, de mon expérience, peut-être plus mon expertise, mais c'est vraiment sans aucune prétention. Puis celles qui me connaissent savent que je suis de nature assez transparente, authentique. Donc, ça va être vraiment sans prétention. J'espère que ça va être généreux, que ça va te permettre. Puis pour moi, être généreuse, c'est déjà si tu as trouvé une pépite d'or pendant la présentation, ma mission aura été accomplie. Donc, juste, c'est ça, de rester ouverte parce que tout ce que je t'offre aujourd'hui, c'est vraiment de mon cœur au tien. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est on va explorer l'être plus, c'est le faire moins. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, on est dans une société où on valorise beaucoup la performance, beaucoup la productivité, beaucoup le faire. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir de quelle façon on peut revenir à l'être plus. Ensuite, protéger son sommeil. Puis là, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Et je les avais divisés comme ça il y a 2 ans quand j'ai préparé le guide. J'aurais pu les diviser différemment aujourd'hui. Mais j'ai voulu respecter quand même le rythme du guide. Et je pense que le contenu qui était présenté et qui va l'être aujourd'hui est encore très, très, très pertinent. Donc, protéger son sommeil parce que, on va le voir tantôt, nous avons 2 rythmes comme femmes. Donc, le rythme circadien qu'on vit toutes, qui est notre rythme de sommeil et d'éveil. Donc, la nuit, le jour, le yin, le yang, l'énergie lunaire, l'énergie solaire. Et on a notre rythme infradien, donc notre rythme infradien qui est notre cycle hormonal sur pour certaines 21 jours, 24 jours, 28 jours, 35 jours, 45 jours. Donc, on a des rythmes naturels et on va adresser l'importance, entre autres, de ce sommeil qu'on peut négliger ou qu'on peut saboter, bien malgré soi, parfois. Ensuite, l'irritabilité, l'impatience. Pourquoi? Parce que quand on vit de l'incertitude, quand on vit du stress, généralement, nos ressources sont concentrées à notre survie et à notre objectif qui est parfois de se garder la tête en dehors de l'eau. Ou de préserver l'équilibre. Et souvent, tout ce qui va sortir de nos repères, de notre cadre, et qui va nous déstabiliser un peu, va générer de l'irritabilité, de l'impatience. Donc, on va regarder ça ensemble. Ensuite, et là, j'aurais pu le mettre en premier aussi, nourrir son corps, son cerveau, son cœur, parce que la nourriture, c'est notre première médecine. C'est notre carburant, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui ensemble parce que si on ne se nourrissait pas, ni au niveau du corps, ni au niveau du cœur, on ne se serait pas choisi aujourd'hui et on ne serait pas assis ensemble. Et ensuite, rester connecté. Ça aussi, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, nous sommes des êtres, des animaux sociaux, grégaires. On a besoin de vivre ensemble, même si, et je ne sais pas si je suis la seule, mais j'ai l'impression que je,
pas que je suis devenue asociale, parce que c'est pas vrai, mais depuis le début de la pandémie ou de la multiplication des périodes d'isolement, on dirait que maintenant, ça me demande plus d'efforts de socialiser. Puis là, je parle pas nécessairement de socialiser dans un contexte comme celui-ci, mais de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. On dirait que ça me demande plus d'énergie, plus d'efforts, même si profondément, quand je le fais, ça me nourrit énormément. Donc, nous sommes des êtres sociaux et même si parfois les circonstances de la vie font en sorte qu'on est plus dans notre bulle, qu'on est plus dans notre caverne, dans notre intériorité, eh bien, on a besoin de contact. On ne pourrait pas vivre longtemps sans contact. Donc, je t'invite parce qu'on va commencer maintenant pour vrai de vrai, à fermer ton sel et je vais aussi fermer le mien. Je vais le tourner la tête en bas pour pas être distraite, à ouvrir ton journal, ton guide, ton petit bout de papier si tu as ramassé un petit bout de papier pour prendre des notes et à profiter, juste profiter de ce qui est là, de ce moment-là ensemble, de cette connexion ensemble. Donc, les premières diapos, je vais les passer assez rapidement, mais je tenais à les mettre d'abord parce que je les trouve extraordinaires. L'artiste qui les a faites, je l'aime d'amour, elle est bonne et c'est une artiste française qui a fait tous les designs pour moi et ben, je les trouve beaux. Donc, j'aime ça les utiliser. Mais au-delà de ça, parce que il y a une fonction, c'est pour nous rappeler que nous sommes des bébites hormonales. Donc, les hormones runnent le show et on a souvent tendance à associer hormones avec hormones sexuelles qui sont à l'origine de notre cycle menstruel. Mais les hormones, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et l'équilibre de notre chaîne glandulaire, puis quand on parle de chaîne glandulaire, on parle de toutes ces glandes ici, qui forment une chaîne à travers le corps. C'est pas mal à la base de la survie. Et ces hormones, ces glandes, travaillent en synergie constante. Dans certains cas, on va parler de valse et c'est vraiment ce qu'on vise et c'est une expression que j'aime beaucoup utiliser, donc de valser avec nos hormones. Dans certains cas, on a l'impression qu'on lutte, que c'est vraiment le chaos, que la communication entre les différentes glandes est complètement distorsionnée, qu'il n'y a personne dans ce beau monde-là qui se comprend. Mais justement, les stratégies qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pour nous aider à rester dans la valse, à rester dans l'accueil, même dans l'incertitude. Donc, ici, rapidement, hypothalamus, hypophyse, pinéale, qui sont les chefs d'orchestre, ce sont les maîtres d'œuvre, ce sont elles qui donnent les signaux à tout le reste. Donc, quand on parle, entre autres, d'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, ben, on parle des glandes du crâne qui donnent les informations à la thyroïde. Oups, je suis allée trop vite. À d'autres moments, on va parler de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc là, c'est la communication entre le cerveau et les surrénales. Les surrénales qui sont des toutes petites glandes en dessous des côtes, sous les côtes en fait, au centre du dos et qui sont notre centre de survie. Donc, notre centre de sécurité, c'est elle qui module notre réponse au stress. Et on parle aussi souvent de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, donc les ovaires. Et c'est ici, en fait, c'est vraiment dans ces trois axes-là. Et il y a des scientifiques qui parlent de trois autoroutes qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est ce dernier axe-là qui est en communication directe, en fait, avec notre cycle menstruel. Mais il faut savoir que si mon axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, par exemple, est déréglé, ça va avoir un impact sur mon autre autoroute. Donc, tout le monde travaille ensemble et d'où l'importance de d'abord reconnaître qu'on est, on est en équilibre, on est en synergie dans toutes les glandes, dans toutes les parties de notre corps. Mais aussi qu'une bonne partie de ce que l'on vit, même si c'est dans nos émotions, dans notre corps émotionnel ou dans notre mental, donc dans notre corps mental, dans notre corps énergétique, ça a une base qui est aussi très physiologique. Donc,
à reconnaître. Maintenant, un autre beau graphique que j'aime beaucoup et qui fait plein de sens dans la présentation d'aujourd'hui. Et là, rassurez-vous, je m'en viens vraiment vite avec mes belles stratégies. Donc, je trouvais juste important de mettre un petit cadre pour qu'on comprenne un peu mieux. Quand on vit de l'incertitude, nécessairement, ça va augmenter notre niveau de stress parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient et l'humain, dans sa nature, n'aime pas l'inconnu, n'aime pas l'incertitude. Et c'est souvent pour ça que quand on n'a pas d'explication à quelque chose, on va s'en trouver une, nous autres, une explication. On cherche des réponses, on cherche des coupables, on cherche des théories, on mentalise beaucoup parce qu'on a horreur de l'incertitude, on a besoin de savoir. Donc, l'incertitude fait augmenter le stress et qui dit augmentation du stress dit hyperactivation. Bon, généralement, ça va être une activation saine. Si dans ma vie de tous les jours, j'ai une super bonne gestion du stress, puis ça va bien, puis je suis en équilibre. Mais dans notre société où tout va extra vite, où on se met beaucoup, beaucoup de pression nous-mêmes et où on reçoit beaucoup de pression de l'environnement, généralement, nos surrénales sont déjà hyperactives, donc elles répondent constamment au stress, qu'on le sente consciemment ou pas. Et, et ça va faire en sorte que mon niveau de cortisol va être super élevé. Donc, il va augmenter pour envoyer des signaux au cerveau. Et là, on s'entend, c'est super vulgarisé. Là. Je pourrais rentrer dans quelque chose de super scientifique, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, le cortisol va envoyer des signaux de stress au cerveau en lui disant, comme s'il allumait un petit red flag, en disant, là, il se passe quelque chose, fais quelque chose. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Et notre cerveau reptilien, notre amygdale, qui est un cerveau assez primitif, lui, j'aime beaucoup utiliser l'exemple du mammouth. Il fait pas la différence si c'est un mammouth qui court après et qui veut me manger versus si c'est mon boss qui me met de la pression parce que je dois remettre quelque chose pour une heure et demie et que je manque de temps. Donc, mon cerveau va interpréter ça comme une menace et si mon cerveau interprète la menace, il va toujours prioriser la survie à la reproduction. Et c'est là que je vous amène en fait un peu plus au dysfonctionnement, au défi du cycle menstruel qui pourrait survenir parce que si mon cerveau pense que je suis en danger, il va envoyer le signal à mes autres autoroutes que ce n'est pas le temps d'ovuler parce qu'on ne veut pas de bébé quand c'est trop incertain, où on évite au maximum la reproduction parce que la priorité, c'est de survivre. Et si on met toute notre énergie à survivre, on n'aura plus d'énergie pour construire un bébé et prendre soin de bébé. Et là, ici, je prends l'exemple bébé, mais on s'entend que le cycle menstruel aujourd'hui ne sert pas qu'à ça. Il sert à tout réguler nos fonctions féminines, notre santé globale féminine même, mais qu'à la base, il existe pour la procréation, la survie de l'espèce. Donc, dans son rationnel, lui, il va vouloir préserver la survie et éviter au maximum la reproduction. Donc, en voulant éviter la reproduction, les signaux qui vont être envoyés de l'hypothalamus à l'hypophyse, de l'hypophyse aux ovaires, ben, ça va être des signaux un peu perturbés, chaotiques, qui vont faire en sorte que, ultimement, mes estrogènes, donc qui sont dans la première phase de mon cycle menstruel et qui permettent l'ovulation, vont être perturbés, vont faire en sorte que, évidemment, si je n'ovule pas ou que mon ovulation n'est pas optimale, ma sécrétion de progestérone va être perturbée et que ma testostérone va être perturbée aussi. Et tout ce chaos-là ben, va faire en sorte que mon incertitude, mon stress va se transformer en plus, comme si j'avais besoin de ça, en règles qui sont douloureuses, qui sont hémorragiques, en SPM pas endurable, en toutes sortes de défis, en migraine hormonale, en carence de toutes sortes d'affaires. Donc, voilà. Donc, dernière petite diapo, juste avant qu'on passe à nos stratégies.
j'y reviens parce que je vous en ai parlé un petit peu tantôt et que je trouve ça super important de le ramener sur la table. C'est nos rythmes naturels, le rythme circadien d'abord, qui est notre rythme sommeil-veille sur 24 heures. Donc, sécrétion de cortisol. Et oui, c'est la même hormone que l'hormone du stress. Donc, sécrétion de cortisol le matin pour être réveillé, être active, être capable de vous parler, être capable d'interagir, de m'écouter, d'être là ici maintenant. Donc, cortisol toute la journée. Et quand arrive le soir, baisse de cortisol et augmentation de la mélatonine. Donc, ce sont les deux hormones qui valsent dans mon rythme circadien, mon rythme sommeil-veille. Et ça, c'est le même rythme autant pour les hommes que pour les femmes. Un fait qui est très différent toutefois, c'est que les hommes, eux, leur cycle hormonal, qu'on pourrait aussi appeler leur rythme infradien à eux, il est aussi sur 24 heures. Donc, le matin, les hommes vont sécréter beaucoup plus de testostérone et de cortisol. Donc, ils vont être en forme, ils vont commencer leur journée. L'après-midi, la testostérone va chuter un petit peu, mais ça va les amener dans un mode un peu plus de connexion, donc avec un petit peu plus d'estrogène, un petit peu moins de testostérone. Donc, ils vont être dans un mode de connexion 5 à 7, on jase. Et le soir, ben là, ça va être ce que j'appelle le garçon paresseux, qui est le lazy boy. Donc, là, ça va être le soir où on va s'effoirer dans notre lazy boy. Et je ne fais pas de pub ici en passant. Là, je ne suis pas commanditée par lazy boy, mais je trouve que l'image est assez typique où le soir, les hommes vont avoir tendance à s'écraser sur le sofa, à s'écraser devant la télé, à s'écraser dans leur fauteuil, parce que là, leur testostérone va chuter considérablement et qu'il va leur rester un petit peu d'estrogène, mais pas tant non plus, et là, ça va crasher. Donc, eux, à chaque jour, c'est un nouveau départ et ça ressemble beaucoup à notre rythme à nous dans nos sociétés occidentales, même si nous, notre de vrai rythme infradien, il est sur, en moyenne, entre 21 et 35 jours. Donc, juste encore une fois, pour nous faire prendre conscience que déjà d'avance, on vit dans des rythmes qui ne sont pas très respectueux de notre rythme naturel. Hein? Quand on regarde l'image qui est ici à droite, ce à quoi on s'attend de nous, et là, ça peut être moi-même aussi qui s'attend à ça de moi-même. Donc, la flatline, hein, je m'attends à chaque jour d'être égale, en forme, de bonne humeur, en feu, productive. Ça serait donc le fun. Hein? Donc, je me mets cette pression-là. Dans la vraie vie, regardez la belle montagne russe. Eh bien, c'est ça qui font nos hormones. Hein? Pendant la première phase, donc ma phase menstruelle, qu'on appelle aussi notre hiver intérieur, les hormones, et ici, on parle des estrogènes, progestérone, testostérone, sont toutes à plat. Donc, voilà pourquoi, dans mon hiver intérieur, je suis aussi à plat. Hein? J'ai pas beaucoup d'énergie. Mon énergie est vers l'intérieur. Je file pour m'envelopper dans une grosse doudou, boire ma petite tisane, lire mon livre, aller prendre un bain, pas faire grand-chose. Et c'est normal. Ensuite, dans ma phase folliculaire, donc dans mon printemps intérieur, montent tranquillement les estrogènes. Donc là, je revis. Hein? J'ai l'impression que là, enfin, il se passe quelque chose. Dans mon pic estrogénique, c'est la phase ovulatoire. Donc là, je suis en feu, ça y est, je me sens plus belle, plus sexy, j'ai le goût de connecter avec les autres, j'ai plus d'énergie. Puis là, encore ici, je parle de tendance, hein, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais c'est la tendance. Et généralement, dans mon automne intérieur, qui est ma phase prémenstruelle, ma phase lutéale, ben là, mes hormones vont crasher. Et généralement, je vais avoir une petite montée de progestérone, d'estrogène, à condition que mes hormones soient en équilibre, mais ça va crasher assez vite aussi. Donc, la montagne russe de la phase prémenstruelle, elle existe pour vrai. Maintenant, quand notre cycle est en harmonie, notre cycle va bien, on peut apprendre à valser avec tout ça. Quand mon cycle ne va pas super bien, quand je vis du stress que je gère pas de manière optimale et quand l'incertitude en plus s'installe, ben là, ça peut commencer à être vraiment, vraiment plus compliqué.
Donc, voilà pourquoi nous arrivons à nos petites stratégies. Donc, l'être plus et le faire moins. Et quand je parle d'être plus et de faire moins, ben, ça veut pas dire que pendant mon automne et mon hiver intérieur, je fais plus rien de ma vie, hein. De toute façon, ce serait probablement pas très réaliste pour la plupart d'entre nous. Mais ce que je veux, surtout, c'est de laisser aller un peu de cette énergie masculine toxique qui m'impose d'être performante et d'être productive tout le temps, pour ramener un peu de ce masculin plus sacré qui m'amène à, oui, faire les choses, mais les faire en pleine présence, les faire en pleine conscience et surtout rappeler chaque jour à mon corps, rappeler à mon cœur, rappeler à mon cerveau que le calme existe encore. Et c'est là l'important de l'être plus et du faire moins, pas parce qu'on veut être plus en général puis faire moins, mais juste pour ramener de l'équilibre. Hein? Si on considérait l'être comme étant l'énergie plus yin, plus féminine, plus lunaire, et le faire comme étant l'énergie plus masculine, plus yang, eh bien, en fait, le yin et le yang, hein, puis je pense que c'est l'image parfaite, c'est vraiment, elles s'imbriquent vraiment parfaitement. Elles sont parfaitement en équilibre. Il n'y a pas de plus, de moins. Donc, on est vraiment dans une valse parfaite. Ben, c'est un peu cette valse qu'on veut essayer d'amener à l'intérieur de soi. Et particulièrement pendant notre phase prémenstruelle, notre phase menstruelle, alors que notre énergie féminine est dominante, on veut chaque jour, même pour 2 minutes, même pour 1 minute, rappeler à notre corps, à notre cœur, à notre esprit que le calme existe encore. Donc, comment on fait pour être plus et faire moins? Eh bien, voici quelques-unes de mes approches préférées. Et encore là, ce sera à toi de choisir laquelle résonne le plus ou de les noter et d'aller puiser au gré de l'incertitude, au gré de comment tu te sens à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui résonne en ce moment. Donc, des approches que j'aime vraiment beaucoup, tout d'abord, et là, je fais probablement de la déformation professionnelle, mais j'aime beaucoup le yoga nidra, qu'on appelle aussi le yoga du sommeil, et qui consiste pas en dormant, en faisant son yoga, mais vraiment à récupérer. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que 20 minutes de yoga nidra équivaut à 2 heures de sommeil, donc à une sieste de 2 heures. Donc, mettons que tu es bien à bout, tu es bien fatigué, mais tu n'as pas le temps de faire une sieste, de faire une petite séance de yoga nidra de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Ça va te permettre de presque multiplier par, et là, je n'ai pas fait le calcul, mais peut-être par 6, plus ou moins par 5, par 6, le temps de récupération, parce qu'on amène vraiment notre cerveau, les ondes de notre cerveau en zone alpha. Donc, les ondes alpha qui sont vraiment des ondes qui sont, là, je mélange là mes mots, ondes, hormones, compagnie, mais ce sont vraiment des ondes alpha qui sont associées à notre système nerveux parasympathique, donc le système nerveux qui active le calme. Encore là, ça peut avoir l'air contradictoire, mais oui, on peut activer le calme. Les yogas restaurateurs, donc les yogas restaurateurs qui sont des postures en ouverture. Vraiment, et encore là, on n'a pas besoin d'être un maître yogi, maître yogini, là. On peut juste se coucher dans son lit, coller les plantes des pieds ensemble, donc pour ouvrir les genoux, et placer 2 gros oreillers, donc un en dessous de chacun des genoux, puis s'installer dans cette posture-là. 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, et c'est une posture qui va venir non seulement créer de l'ouverture, et quand on crée de l'ouverture, on diminue le stress, on diminue l'anxiété parce qu'on laisse aller. Donc, l'ouverture nous permet de laisser aller. Et ce que ça nous permet de faire aussi, c'est d'activer dans le corps énergétique ce qu'on appelle en Ayurveda et en yoga Apana Vayu. Apana Vayu, c'est un vent descendant, donc qui permet de prendre l'énergie du mental et de la ramener vers le bas du corps. Donc, non seulement ça va libérer mon mental, mais si je prends cette énergie du mental pour l'amener dans le bas du corps,
j'oxygène aussi et je nourris aussi mon bassin, mon plancher pelvien, ce qui me permet de peut-être réduire les douleurs menstruelles, réduire les tensions que je pourrais avoir au bas du dos, dans la colonne lombaire. Donc, de faire circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Ensuite, la pleine conscience qui change la vie. Encore là, on ne parle pas nécessairement de méditation pleine conscience, bien que la méditation pleine conscience soit une façon très valide de le faire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de psychiatres, de médecins, et on le voit de plus en plus et encore plus du côté de l'Europe, de la France et des États-Unis, qui soignent leurs patients qui souffrent de dépression, qui souffrent d'anxiété, avec des programmes de pleine conscience, donc des programmes, entre autres, de 8 semaines de pleine conscience, qui est extrêmement inspirant. Mais mais dans notre vie de tous les jours, une façon d'être plus, c'est de faire en pleine conscience. Donc, de prendre ma douche, par exemple, pas en pensant à ma liste d'épicerie puis à tout ce que j'ai à faire, mais en connectant vraiment avec l'eau qui coule sur mon corps, avec la senteur du savon, avec le massage que je fais dans mes cheveux quand je me lave les cheveux. Donc, d'être présente. Même chose quand on coupe nos carottes. Hein? Couper nos carottes, pas toc, toc, toc de manière automatique nécessairement, mais de prendre le temps de connecter au bruit de ma carotte, hein, au crunch crunch de la carotte qui coupe, de sentir aussi les différents aliments que je cuisine. Donc, d'être consciente, hein, si je vais dehors pour sortir mon chien, par exemple, ben, de juste prendre le temps de connecter à la chaleur ou au froid qui est sur ma peau, au vent qui est sur ma peau, au crunch-crunch que mes bottes font dans la neige. Donc, ça, c'est d'être en pleine présence, en pleine conscience. Et à chaque fois que je fais ça, même pour 15 secondes, je rappelle à mon corps et à mon cerveau que le calme existe. La cohérence cardiaque. Donc, en fait, là, je vous les présente assez rapidement parce qu'on pourrait faire un atelier juste sur la cohérence cardiaque, par exemple. Puis, ça pourrait être un atelier de beaucoup plus qu'une heure et demie, mais vous pourrez prendre du temps pour aller pousser vos recherches s'il y a des choses qui résonnent. Donc, la cohérence cardiaque est une approche qui m'a littéralement sauvé la vie. Donc, quand j'avais en fin vingtaine, j'ai vécu un événement de sécurité dans mon travail. Et ça m'a laissé avec un état de stress post-traumatique. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais à l'intérieur de moi des outils extrêmement forts et précieux. Et une amie m'a parlé du livre, on parlait de tout ça, le livre Guérir de David Servan-Schreiber. Peut-être que certaines de vous le connaissez. Et c'est un psychiatre français qui est aujourd'hui décédé, mais qui présentait de mémoire 7 approches naturelles, dont la cohérence cardiaque, dont le biofeedback, l'acupuncture. Puis là, je me rappelle pas des autres, mais c'est littéralement un livre qui a transformé ma vie. Et la cohérence cardiaque, dont on parle de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, que David O'Hare, qui est un médecin, enseigne aussi maintenant. Et il a même fait un beau petit livre bleu qui s'appelle La cohérence cardiaque. Je pense que c'est 3, 6, 5. Donc, que l'on pratique justement 3 fois par jour, matin, midi, soir, que l'on pratique pendant 5 minutes, hein, donc le 3, 6, 5, et que l'on pratique à un rythme de 6 respirations par minute. Donc, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Et pour celles qui veulent pas compter en respirant, parce que moi, la première, je trouve que si je suis occupée à compter, je ne suis plus occupée à bénéficier de tous les avantages de cette technique-là. Il existe probablement beaucoup plus d'applications, mais les 2 que je connais qui sont extraordinaires, c'est Petit Bambou, qui est une application en version gratuite qui comporte plusieurs belles petites méditations, d'ailleurs, en pleine conscience, qui sont vraiment le fun, et qui comporte aussi l'option cohérence cardiaque. Et sinon, il y a aussi l'application Respirelax. Donc, c'est une petite bille qui monte et qui descend. Donc, on inspire pendant que la petite bille monte, on descend pendant que la petite bille descend. Et il y a eu plusieurs études scientifiques sur cette approche-là et elle est extraordinaire
autant pour prendre soin de notre corps mental, de notre corps émotionnel, que notre corps physique. Parce qu'on a même réalisé que de la pratiquer sur une base régulière faisait en sorte de rajeunir nos cellules. Donc, c'est vraiment une technique qui est extraordinaire. Maintenant, la respiration alternée ou carrée, donc alternée, qui est, on l'appelle en yoga Nadi Shodhana. Donc, on inspire par une narine et quand on veut faire le calme en soi, on inspire d'abord à gauche parce que le côté gauche, c'est notre côté lunaire. Donc, on inspire à gauche, on bloque la narine à gauche, on expire à droite. Après ça, on inspire à droite, on bloque à droite, on expire à gauche. Et on fait ça pendant quelques minutes et ça nous permet d'équilibrer en fait les deux hémisphères de notre cerveau. Donc, notre cerveau, l'hémisphère droit qui est notre hémisphère un petit peu plus créatif, un petit peu plus intuitif, l'hémisphère gauche qui est un peu plus rationnel, pragmatique et basé sur le concret. Donc, on équilibre nos cerveaux, on équilibre ainsi notre énergie masculine-féminine. Ou la respiration carrée, qui est une respiration que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui s'appelle en sanskrit, en yoga, Samavriti. Donc, une respiration où j'inspire sur le compte de 3 ou 4 temps, je retiens le souffle, j'expire, je retiens le souffle. Donc, ça fait un beau carré. Donc, cette respiration-là aussi, elle est excellente pour réduire le rythme cardiaque, réduire la tension artérielle et réduire le tourbillon mental. Maintenant, deux plantes que j'aime vraiment beaucoup aussi, et il y en aurait vraiment plusieurs, je pourrais vous en présenter plusieurs, mais j'ai choisi de vous parler de ces deux-là parce que ce sont des plantes qui sont assez efficaces et rapidement. Donc, c'est pas des plantes nécessairement comme d'autres qu'on a besoin de prendre pendant 3 mois tous les jours pour voir une différence. Ce sont des plantes pour lesquelles on peut se préparer une infusion, donc une belle tisane, et on va sentir déjà l'effet calmant de ces plantes. Ici, camomille, j'aurais pu indiquer que c'est la camomille allemande, plus spécifiquement, donc qu'on appelle aussi souvent la camomille matricaire, et qui a aussi l'avantage, en plus d'être une plante calmante, d'être une plante qui, et là j'ai perdu mon idée, qui est anti-inflammatoire. Exact. Donc, plante qui est aussi anti-inflammatoire. Donc, quand on est en SPM, quand on est en période prémenstruelle, qu'on se sent plus ballonné, plus congestionné, ou qu'on a mal dans nos articulations, qu'on a plus de raideur musculaire et qu'on a des règles difficiles, douloureuses, ça peut être une magnifique plante qui est très, très calmante et qui calme aussi les douleurs physiques. Parce qu'on s'entend que d'avoir des douleurs physiques, ça peut être aussi une grande source de stress. Donc, voilà. Et 2 huiles essentielles, 3 en fait, que j'aime beaucoup, qui sont l'ilang-ilang, l'orange douce, la lavande vraie. Et j'aurais pu ajouter la bergamote. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié la bergamote. La bergamote que j'aime d'amour, qui fait partie des agrumes. Qui est littéralement mon huile essentielle préférée pour tout. Autant pour oxygéner, stimuler mon cerveau que pour me calmer. D'ailleurs, le soir, avant de me coucher, je me mets une petite goutte de bergamote sur le poignet. Je frotte mes poignets ensemble, je sens. Et pour moi, c'est comme un de mes petits rituels de coucher. Donc, encore là, hein, on ne résonne pas toutes avec les mêmes plantes, avec les mêmes odeurs. Donc, ici, vous avez vraiment 3 types d'huiles essentielles complètement différentes. Donc, à tester. Encore une fois, je connais plein de personnes qui aiment moins la lavande. Donc, la lavande qui peut être extrêmement calmante, mais si l'odeur nous tape sur les nerfs, en bon québécois, encore une fois, ça sera pas super calmant. Donc, c'est important de trouver une plante qui résonne avec soi. Et le journaling, on n'en parlera jamais assez, qui est cette façon de déposer à l'extérieur de soi, d'écrire. Ça peut être même avec de l'écriture automatique, de l'écriture intuitive. Donc, écrire pour déposer, se décharger de ce qui est à l'intérieur de soi. Donc, un autre beau petit rituel à faire pour faire le calme en soi.
Maintenant, protéger son sommeil. Donc, comment on peut protéger son sommeil dans une ère où les cellulaires, les tablettes, les ordis sont partout, hein? C'est littéralement rendu une extension de notre main, notre cellulaire. Donc, et on sait que la lumière bleue que créent les cellulaires, entre autres, est extrêmement nocive parce qu'elle envoie des signaux contradictoires à notre cerveau. Donc, notre cerveau, naturellement, quand il est connecté avec la nature et avec le cycle circadien, le rythme circadien de la nature, donc le lever du soleil, le coucher du soleil, ben, son rythme hormonal, il est très naturel. Hein? D'ailleurs, dans notre nature profonde, et c'est pour ça que de saison en saison, notre heure de lever, notre heure de dodo peut fluctuer. On est fait pour suivre la luminosité extérieure et c'est pour ça que les animaux, naturellement, c'est pas mal ce qu'ils font aussi. Et nous, ben, depuis que la lumière existe, et encore pire, depuis que les cellulaires existent, la lumière bleue des cellulaires, des tablettes envoie des signaux contradictoires, c'est-à-dire que alors que mon cerveau devrait progressivement diminuer la production de cortisol et augmenter la production de mélatonine, ben, il envoie des signaux que OK, c'est encore le jour, le soleil est encore là, mais comment ça que le soleil est encore là? Ça fait déjà plusieurs heures qu'il est levé. Donc, il y a comme, là, j'illustre un peu le bavardage qui pourrait se passer, mais tout ça pour dire que ça crée une confusion mentale et que une des premières façons de protéger son sommeil, c'est de protéger la sécrétion naturelle de nos hormones qui sont liées à notre rythme circadien. Donc, de s'exposer à la lumière du jour le plus rapidement possible après notre réveil. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais Mélanie, c'est quoi le rapport si je dors mal d'aller dehors au soleil quand je me lève? En fait, plus je vais envoyer le signal rapidement à mon réveil que, OK, c'est le jour, je suis réveillée, je sécrète mon cortisol journalier, bien, plus dans son cycle naturel, le cortisol qui a à peu près une durée de vie de 12 à 14 heures, 16 heures, bien, lui, il va enclencher naturellement le processus de sécrétion de la mélatonine. Donc, on s'expose, même si c'est pour 30 secondes, à la lumière du soleil, même s'il n'y a pas de soleil, à la lumière du jour, le plus rapidement possible. Ensuite, d'encourager les routines pré-sommeil. Hein? On est des êtres routiniers, donc notre cerveau intègre facilement les routines et les routines ont quelque chose de très sécurisant aussi quand on vit de l'incertitude. Donc, de savoir ce qui s'en vient va nous aider à protéger notre sommeil. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme routine pré-sommeil? Ben, encore là, on peut pratiquer le yoga nidra, pratiquer une ou deux postures de yoga en ouverture, des pranayamas qui sont des respirations. Donc, on a parlé tantôt de la respiration alternée, de la respiration carré, de prendre le temps aussi, hein, ça aussi, ça peut devenir un petit rituel bienveillant, de faire le tour de chez soi et de tamiser les lumières. Donc, après le souper, de prendre le temps d'éteindre les lumières qui sont pas utiles, d'allumer des petites lumières d'ambiance, peut-être d'allumer des bougies. Donc, pour encore une fois, graduellement rappeler à son cerveau que c'est le temps de mettre le cortisol au repos et de réveiller la mélatonine qui est notre hormone du sommeil. Ranger son cellulaire, donc idéalement 1 heure, même 2 heures avant l'heure où on se met au lit. Donc, oui, le cellulaire qui émet énormément de lumière bleue, qui est excessivement aussi un très bon outil pour nourrir l'incertitude. Hein? Quand on va sur les médias sociaux, quand on lit les nouvelles, quand on a des pop-up de la presse, de toutes sortes de nouvelles où on nous bombarde souvent de nouvelles qui vont pas super bien. Hein? Quand ça va bien, c'est pas super vendeur pour les médias. Donc, souvent, les pop-up qu'on a, c'est des nouvelles qui peuvent être insécurisantes. Donc, pour 2 raisons, lumière bleue et éviter de nourrir son insécurité, son anxiété, son incertitude avant de se mettre au lit pour, encore une fois, protéger le calme à l'intérieur de soi.
Ensuite, d'associer son lit au sommeil. Donc, c'est sûr que si moi, dans mon lit, je joue aux cartes, je lis mon téléphone cellulaire, j'écoute des films, je fais toutes sortes d'affaires dans mon lit, mon cerveau intègre que mon lit, c'est un terrain de jeu. Donc, oui, on peut évidemment faire l'amour dans son lit, on peut évidemment se relaxer dans son lit, mais essentiellement, le lit on essaie de le garder dans une association au sommeil pour que quand je m'installe dans mon lit, éventuellement, mon cerveau, de façon très inconsciente, comprend que c'est le moment de me mettre au lit. Ensuite, bon, ne pas combattre, hein, on est bonne pour ça aussi. Puis souvent, quand on va combattre, par exemple, le sommeil commence à se manifester vers 9h30, 10h le soir, et je combats, ben là, je peux risquer de perdre mon momentum de sommeil et, de perdre justement ce cycle de sommeil qui m'aurait permis de passer une bonne nuit. Et d'accueillir aussi, hein. Des fois, c'est juste je d'accueillir qu'on ne contrôle pas tout, d'accueillir qu'il y a des soirs. Dans mon cas, c'est souvent les soirs de pleine lune ou justement en période prémenstruelle. Ben, ma nuit, elle sera pas top. Puis, ça se peut que je me couche plus tard ces soirs-là parce que j'ai de la misère à dormir. Puis de l'accueillir juste avec bienveillance parce que plus je lutte, plus j'augmente mon stress. Si j'augmente mon stress, j'augmente ma sécrétion de cortisol et le cortisol, c'est l'hormone du jour. C'est pas l'hormone de la nuit. Et là, on vient s'installer dans une espèce de cercle vicieux. Et j'ai écrit ici, surtout attention à l'intention. Donc, c'est sûr que si j'ai tendance à avoir des troubles du sommeil, à être insomniaque, puis que je me couche en me stressant de ne pas dormir, parce que je sais de toute façon que je ne vais pas dormir, mais je programme mon cerveau à ne pas dormir. Alors que juste de s'installer dans son lit, de prendre le temps peut-être de mettre les mains sur son cœur, de penser à une gratitude, deux gratitudes, trois gratitudes dans sa journée et de déposer dans son cœur, dans son corps, dans son esprit cette intention d'avoir une belle nuit productive, une belle nuit récupératrice, ça peut aussi changer la vie. Et ça, je le vois souvent dans ma pratique parce que les troubles du sommeil sont souvent associés aux fluctuations de nos hormones. Hein. C'est quelque chose qu'on vit souvent en période prémenstruelle, entre autres. Donc, de se coucher avec une intention d'avoir une nuit qui est récupératrice. Là, encore une fois, j'ai oublié de brancher mon ordi, donc je vais devoir nous imposer une petite pause de peut-être 30 secondes, une minute, pour aller chercher mon chargeur. Sinon, vous allez me perdre dans quelques instants et ce n'est pas l'intention. Donc, ben, en fait, j'en profite pour te lancer peut-être un petit défi bienveillant. Euh, Soit de juste rester installé sur ta chaise, ton sofa, sur ton tapis, mettre les mains sur ton cœur et respirer, juste laisser déposer ces stratégies-là à l'intérieur de toi. Peut-être déjà revoir ces petites stratégies et en souligner ou en encercler quelques-unes qui résonnent d'ores et déjà avec toi. Ou ben, peut-être aller te faire une petite tisane, aller te prendre un bon verre d'eau, aller te chercher une petite collation parce qu'on en a encore probablement pour, oui, il est déjà midi, donc on va se rendre à midi et demi. Donc, si jamais tu as envie de grignoter un petit quelque chose pour honorer ton corps physique qui a besoin de carburant, ben, d'aller te chercher quelques petites grignotines et je vous retrouve dans 1 à 2 minutes, le temps d'aller chercher mon chargeur. Merci. Merci pour votre bienveillance et je reviens tout de suite, tout de suite.
Pour celles qui m'entendent, je suis de retour. Donc, si tu t'étais installé dans un petit état méditatif, tout doux, je t'invite tranquillement à revenir dans ton corps, dans ton espace. Et on va poursuivre ensemble. Donc, avec la gestion de l'irritabilité, de l'impatience. Je vais juste faire un petit tour rapide, voir qui est là. OK, la plupart, vous avez vos caméras fermées, donc je ne vous vois pas, mais je vais assumer que vous êtes là. Sinon, tout est parfait. Vous nous rejoindrez quand ce sera le bon moment. Donc, gérer l'irritabilité, l'impatience, hein, j'en ai parlé un petit peu tantôt, quand on est dans l'incertitude, le stress, nos ressources personnelles sont vraiment beaucoup plus orientées vers la préservation de notre énergie et de notre survie. Donc, les irritants ne sont pas les bienvenus. Hein. Tout ce qui nous sort de notre petite bulle de protection peut facilement devenir irritant, insatisfaisant. Donc, tout d'abord, et ça peut avoir l'air bien banal, mais de faire la liste de ces insatisfactions et de ces irritants. Donc, de faire la liste de ce qui nous dérange, nous provoque, et de prendre le temps de voir de quelle façon on peut amoindrir ces irritants ou de simplement les remettre en perspective. Donc, voilà, prendre du temps pour soi, évidemment, pour prendre le temps de faire le calme, encore une fois, à l'intérieur de soi en adoptant une pratique de yoga, en allant connecter avec la nature, encore une fois, en pratiquant la pleine conscience et en pratiquant la gratitude. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier, mais la gratitude, c'est probablement euh, le plus grand antidote à l'anxiété et au stress. Prendre soin de son microbiome intestinal. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que l'intestin, qu'est-ce que le microbiote, la flore intestinale a à voir là-dedans? En fait, on a longtemps pensé que la sérotonine, notre hormone du bien-être, du bonheur, était exclusivement, puis là je dis hormone, en fait c'est un neurotransmetteur plus clairement, mais qu'elle était uniquement produite par le cerveau, alors que depuis quelques années, et c'est pas pour rien qu'on appelle notre intestin notre deuxième cerveau, qui avait environ 95% de notre sérotonine qui était produite dans notre intestin. Donc, si ma colonie de bactéries, hein, de bonnes bactéries, est déficiente, est désorganisée, est insuffisante, est perturbée dans mon intestin, il y a des bonnes chances que ma santé mentale, ma santé émotionnelle soit perturbée aussi. Donc, de nourrir son corps avec des aliments les moins transformés possibles, de nourrir son corps avec des aliments le plus diversifiés possible, le plus colorés possible pour nourrir justement nos bonnes bactéries et qu'elles puissent produire cette sérotonine qui est si précieuse justement à notre équilibre et à notre bonheur. Activer sa dopamine qui est un autre neurotransmetteur qui est associé à nos états un peu plus euphoriques, à nos états de bien-être, mais vraiment à un autre niveau, donc plus décuplé, en bougeant, hein, donc de bouger, de mettre son corps en mouvement, de s'activer, de connecter à la nature. Ce sont des façons extraordinaires d'activer sa dopamine, mais aussi en mangeant des aliments qui contiennent de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé et c'est un précurseur, justement, qui nous permet de créer de la dopamine, mais aussi de la sérotonine. Donc, ces aliments-là, parmi ceux-ci, on retrouve des bananes, des noix de cajou, des amandes, des champignons, avocats, aubergines, asperges, betteraves, et vous pouvez googler tyrosine ou aliments qui contiennent de la tyrosine et en trouver d'autres, mais ceux-là, c'est probablement les plus communs, les plus faciles
facile aussi à intégrer dans son alimentation. Et dites-vous que plus vous diversifiez vos sources d'aliments, pas juste pour aller chercher des sources de tyrosine, mais plus votre alimentation est diversifiée, plus votre colonie de bactéries dans le microbiome intestinal va être aussi diversifiée et plus vous allez absorber les phytonutriments, les vitamines, les minéraux dont votre corps a besoin pour carburer. Ensuite, adopter un supplément de vitamine D et de magnésium. Donc, en fait, là, ici, je fais plutôt référence à l'aspect plus prémenstruel de l'irritabilité et de l'impatience. En fait, je fais aussi référence au fait que selon la littérature, ce sont vraiment, puis on va reparler du magnésium dans la diapo suivante, ce sont vraiment une vitamine et un minéral, le magnésium, dont je pense que c'est 72% des femmes et 50% de la population générale en Amérique du Nord, entre autres, qui est en carence de ces vitamines et de ce minéral parce que, en fait, la vitamine D, à moins de consommer plusieurs aliments qui sont enrichis, la vitamine D, la meilleure façon de l'absorber, c'est avec le soleil. Donc, le soleil, on sait qu'en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord, c'est la même chose pour la majorité de l'Europe. On n'a pas de soleil, on n'a pas une exposition au soleil qui est généralement suffisante pour absorber suffisamment de vitamine D. Et la vitamine D, elle est extrêmement importante pour notre énergie, pour notre bonheur aussi, on l'appelle la vitamine soleil, mais aussi pour l'ovulation. Donc, la vitamine D joue un rôle extrêmement important dans l'ovulation et qui dit ovulation dit équilibre hormonal. Donc, vitamine D que l'on peut prendre facilement à 2000 unités internationales par jour de manière sécuritaire. Et de magnésium qui est un minéral, en fait, pour lequel on est en carence parce que les sols dans lesquels poussent les légumes, les aliments, se sont extrêmement appauvris avec le temps. Donc, on manque de magnésium et le magnésium, c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est un antidépresseur naturel, c'est un anxiolytique naturel. Donc, c'est un minéral qui est extrêmement important pour notre équilibre émotionnel, notre équilibre mental et notre équilibre physique. Et enfin, et ça, c'est probablement un de mes mantras préférés parce qu'on s'entend que l'incertitude, elle est partout, tout le temps, à différents niveaux. Se rappeler simplement, pas de façon nécessairement mentale et rationnelle et se le répéter comme un perroquet, mais encore une fois, en mettant les mains sur son cœur, se rappeler que tout passe, hein? Tout passe, tout est impermanent. Et plus on vient accueillir ce qui est là, mais plus on arrive à s'en libérer, en fait. C'est souvent les choses qu'on n'accepte pas de laisser aller qui s'accrochent, hein, parce qu'elles ont besoin d'une place, elles ont besoin d'être reconnues, elles ont besoin d'être métabolisées. Donc, d'accueillir que c'est un moment difficile, c'est un moment incertain, c'est un moment stressant, mais que comme tout le reste, avec la bienveillance, tout va passer. D'autres sources de magnésium, hein? Ce magnésium qui nous permet de nourrir notre corps physique, mais aussi notre cerveau, notre cœur. Donc, le magnésium, j'en ai parlé tantôt, j'en reparle encore ici, justement parce que nous sommes presque toutes en carence de magnésium et que c'est un minéral extrêmement important. Et petite parenthèse, si jamais vous choisissez de prendre un supplément de magnésium, préférez toujours la forme du glycinate ou du biglycinate qui se métabolise beaucoup plus facilement, qui a une capacité d'absorption qui est beaucoup plus élevée et qui est beaucoup moins dérangeante pour l'appareil digestif. Entre autres, par exemple, avec le citrate de magnésium, qui est soit la formule qu'on va retrouver en pharmacie, on relate beaucoup de dérangements gastro-intestinal, beaucoup de diarrhée. Donc, on ne veut pas se supporter en créant un nouveau problème. Donc, à moins d'avoir des problèmes, justement des défis de constipation extrêmement chroniques et sévères, parce qu'on sait que l'élimination, elle est extrêmement importante aussi
pour notre équilibre hormonal. Donc, de favoriser la forme du glycinate ou du biglycinate. Mais encore là, on peut et on devrait aussi favoriser des aliments qui sont riches en magnésium. Et là, j'en ai énuméré certains que je ne vais pas tous vous nommer un par un parce que je pense que vous pouvez les voir, les prendre en note. Donc, des aliments à intégrer le plus possible chaque jour, chaque semaine dans son alimentation pour aller chercher, en fait, aller en chercher un petit peu partout de ce magnésium-là. Et une autre belle forme d'absorption du magnésium, parce qu'on sous-estime souvent la peau, hein, mais la peau, c'est aussi un microbiome, c'est aussi des muqueuses, c'est aussi un endroit sur notre corps où on absorbe énormément. Et le sel d'Epsom ou le sel d'Epsom, on peut le mettre dans son bain. Et c'est une excellente source de magnésium, donc à absorber par le corps et qui, en plus de nourrir l'intérieur du corps, va venir nourrir le calme à l'intérieur de soi. Et enfin, dernier petit truc, rester connecté. Et là, dans votre guide, je vous parlais de 2 stratégies, dans le fond, pour rester connecté. Nous qui sommes des animaux grégaires, des animaux sociaux. Donc, la vitamine T pour toucher. Et ça, c'est Marie-André Champagne, qui est une médecin québécoise qui est spécialisée en santé hormonale, en santé des femmes, qui parlait de cette vitamine-là dans son livre, son dernier livre, Le bonheur est-il hormonal? Et là, je ne l'ai pas avec moi, sinon j'aurais pu vous le montrer. Mais elle parlait de la vitamine T. Donc, une vitamine, en fait, c'est une façon de dire les choses parce que ce n'est pas une vitamine que l'on mange ou que l'on prend en supplément. C'est une vitamine que l'on se crée par la connexion. Donc, ça peut être d'être en contact, évidemment, avec des humains que l'on peut toucher, que l'on peut serrer dans nos bras, que l'on peut flatter, cajoler. Ça peut aussi être notre animal, hein, notre animal de compagnie. Donc, flatter, toucher, connecter avec notre animal. Et ça peut être aussi sous la forme d'automassage. Et entre autres, dans les automassages, il existe l'automassage La Bianga, qui est un automassage, un massage ayurvédique, donc millénaire, et qui consiste à masser tout son corps avec de l'huile, préférablement de l'huile de sésame, qui est vierge, donc non grillée, qu'on va faire chauffer un petit peu dans un bol ou dans un micro-ondes. Et on va venir masser son corps avec cette huile. Donc, de cette façon-là, on produit l'ocytocine, qui est une hormone de l'attachement. On va produire la sérotonine, qui est une hormone du bien-être. On va produire de la dopamine, qui est une hormone un peu plus euphorique. Donc, on va vraiment venir créer du bonheur, créer des belles hormones, des beaux neurotransmetteurs en touchant et en se touchant. Et l'amitié féminine comme traitement naturel contre le stress. Et ça aussi, ça fait l'objet d'études scientifiques, en fait, que les femmes, naturellement, quand elles vivaient du stress, de l'incertitude, elles avaient tendance à connecter. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit encore plus hein, dans les 2 dernières années, la création de cercles de femmes, de tentes rouges, d'occasions pour être ensemble, connectées. Donc, ça peut être en allant, évidemment, prendre une belle tisane, prendre un petit repas avec des amis, une amie, dans la possibilité qui nous est offerte selon le moment où l'on est, évidemment parce qu'avec les confinements, c'est pas toujours évident, mais aussi de connecter par Zoom, de connecter virtuellement, de prendre le temps chaque semaine de prendre un verre de vin, prendre un café, prendre une tisane avec des amis, avec une amie, jaser, prendre le temps de connecter. Et sinon, ben, il y a toujours de participer justement à ces cercles, des cercles de femmes qui se créent un peu partout, des tentes rouges qui se créent, donc encore une fois, de façon virtuelle, de façon en personne lorsque c'est possible.
mais vraiment de laisser de la place, de créer de l'espace pour connecter avec les gens qu'on aime, parce qu'on a besoin de cette connexion-là avec les humains, avec les humaines. Maintenant, on approche de la fin et j'aimerais vraiment que tu puisses prendre quelques instants et je vais les laisser à l'écran. Donc, pour repasser chacun des piliers qu'on a vus ensemble et encore une fois, pas en te tapant sur la tête, mais vraiment avec amour, avec bienveillance, d'essayer de voir toi, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, à quel point tu as l'impression que tu arrives à apaiser ton stress, ton anxiété en période d'incertitude, à quel point tu arrives à protéger ton sommeil, à quel point tu arrives à accueillir ta vulnérabilité, à nourrir ton corps, ton cœur, ton cerveau, à faire le plein de vitamine T et à rester connecté. Donc, juste prendre le temps de revenir avec ton petit journal, ton cahier, ton petit bout de papier ou juste le faire mentalement, te déposer là-dedans et d'essayer d'accueillir avec douceur, avec bienveillance. Comment ça se passe pour toi? Je vais vous laisser encore une petite minute ou deux pour prendre le temps. Prendre le temps aussi, peut-être en mettant les mains sur votre cœur quand vous aurez terminé de noter, pour accueillir tout ça à l'intérieur de vous. Laissez émerger aussi ce qui fait le plus de sens pour vous. Tranquillement, on va faire cette petite recap avant que je puisse répondre à des questions si vous en avez. Donc, on a vu ensemble être plus, faire moins, protéger son sommeil, gérer l'irritabilité, l'impatience, nourrir son corps, son cerveau, son cœur, rester connecté, donc par la vitamine touchée, rester connecté avec nos amis, nos connaissances, les humains, les humaines qu'on porte dans nos cœurs et, rapidement, puis je vais vous les envoyer après l'atelier, comme ça vous pourrez les garder avec vous, des petites routines matinales que vous pouvez pratiquer pour honorer votre rythme infradien, hein, votre cycle menstruel, s'il est encore présent, ou de vous aligner avec le cycle lunaire. C'est ce qu'on fait en Ayurveda. Donc, quand il n'y a pas de cycle menstruel, donc on s'aligne avec la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, et on honore de cette façon-là l'énergie qui peut fluctuer avec la lune. Donc, dans la première partie de notre cycle, où on est généralement plus active, plus d'estrogène, plus d'énergie. Une belle recette de smoothie qui est là, des postures de yoga qu'on peut pratiquer. Continuer aussi quand même de faire sa to-do list. Et là, le doux est vraiment volontairement écrit doux. Donc, notre to-do list, tout en douceur, de façon réaliste. Hein? Qu'est-ce que j'ai la capacité de faire pour vrai aujourd'hui avec mon énergie? Et de prendre le temps de connecter avec son cœur, lui demander qu'est-ce qui te mettrait en joie aujourd'hui? Y a-t-il une chose qui te ferait plaisir aujourd'hui? Et routine matinale numéro 2, donc quand on est dans notre phase d'énergie plus féminine, quand on est dans notre petit cocon, quand l'énergie est plus à l'intérieur de soi, donc de se faire une belle tisane de feuilles de framboisier, par exemple, qui est un super tonique utérin hormonal qui n'a pas de contre-indication
l'alimentation, de manger un petit déjeuner qui est plus soutenant, hein, parce qu'on sait qu'en deuxième phase de cycle, par exemple, nos estrogènes chutent et avec nos estrogènes chute la sérotonine aussi et qu'une façon de compenser pour ces chutes hormonales, c'est justement de se nourrir avec des aliments qui sont plus riches en protéines, en bons gras, en fibres et qui vont venir nous supporter. De prendre du temps aussi pour vivre cette intériorité et prendre le temps aussi de vivre et de ressentir la gratitude. Même les journées où on se sent un peu poète-poète, j'imagine que je ne suis pas la seule à filer comme ça en phase prémenstruelle, menstruelle. Donc, même quand je suis moins en forme, de se rappeler une chose peut-être pour lesquelles on a de la gratitude. Ensuite, des petits rituels pour s'honorer. Hein. Si j'ai 5 minutes, je peux prendre le temps de respirer. On en a parlé tantôt. Respiration alternée, respiration carrée. Ça peut être tout simplement de me coucher ou de m'asseoir et de respirer de manière consciente. Ça peut être de faire la cohérence cardiaque. Si j'ai 15 minutes, je peux me faire un beau rituel d'infusion. Donc, de prendre le temps de faire bouillir mon eau, de préparer mes plantes, de les choisir aussi en pleine conscience, de mettre les mains dans les plantes, de laisser infuser. Donc, de me faire ce petit rituel, de déguster ma tisane. Et si j'ai 30 minutes, ben là, je peux me faire un petit rituel spa maison, donc tisane que je m'en vais boire dans le bain avec mon beau sel d'Epsom, plein de magnésium. Je peux même mettre des fleurs. Hein. Si j'ai des pétales de rose chez moi que je fais infuser, ben, je peux en mettre dans mon bain. Même chose avec la lavande, la camomille. Donc, on peut se faire une tisane de bain aussi. Ça aussi, on a le droit de faire ça. Et on peut aussi pratiquer le yoga cycling. Donc, je vous fais juste un petit parenthèse ici, encore une fois, quand on veut honorer son énergie, donc d'adapter sa pratique de yoga, mais aussi d'adapter ses activités physiques à l'énergie que l'on a. Donc, quand on est dans une énergie plus extérieure, on peut faire un yoga qui est plus actif. Donc, ça peut être le yoga hormonal, mais ça peut aussi être un yoga hatha, un vinyasa, donc un yoga plus actif. Quand mon énergie est plus à l'intérieur de moi, ben, je peux faire un yoga pelvien, mais je peux faire un yoga nidra, un yoga restaurateur. Donc, toutes des petites stratégies pour nous supporter dans l'incertitude et nous honorer aussi dans ce que l'on est et dans qui l'on est. Donc, en terminant et avant de répondre à vos petites questions, parce qu'il nous reste peut-être 5 minutes, ben en fait, pendant que je réponds à vos questions, j'aimerais ça que vous preniez le temps de nous partager votre plus grande pépite d'or ou la plus grande prise de conscience dans le chat. Donc, juste pour qu'on puisse s'inspirer les unes les autres et aussi parce que quand on dépose les choses, c'est un peu une forme d'engagement envers soi que, ah oui, ça fait du sens, ça résonne pour moi. Donc, de se rappeler que cette stratégie bienveillante existe si on en a besoin. Et mot de la fin, accueillir l'incertitude, honorer son énergie féminine, même dans un monde où on valorise beaucoup l'énergie masculine et vivre un moment à la fois parce que oui, tout passe, tout est impermanent.